Bonjour, bienvenue à cette nouvelle séance du cycle Agir en temps de crise, un cycle conçu en partenariat entre l'Institut d'études avancées de Paris et l'École pratique des hautes études PSL. C'est la deuxième session de la 4e année de ce cycle Agir en temps de crise, qui est hélas toujours autant d'actualité, et aujourd'hui depuis l'Humatech du campus Condorcet. Magnifique amphithéâtre. Cette année, nous examinons des actions concrètes afin de cerner quelles peuvent être les solutions pratiques de sortie de crise, en mettant en regard de ces expériences une intervention plus académique pour réfléchir ensemble aux enjeux posés par les crises environnementales. Aujourd'hui, le thème de cette rencontre concerne les low-tech et plus généralement la façon dont sont mises en place les technologies pour une société durable qui permettront d'agir pour faire face aux crises, aux transitions. Ma collègue, la professeure Séverine Mathieu, sociologue et directrice d'études à l'EPHE-PSL, qui coordonne ce cycle avec nous, n'a pas pu venir. Elle a eu un empêchement de dernière minute. Elle vous prie de l'excuser. Et elle m'a délégué ces questions. Et je vais donc vous présenter les intervenants de cette séance. Quentin Mathéus, coordinateur des enquêtes du low-tech et co-animateur de l'expérimentation low-tech en Cornouailles. Quentin Mathéus est ingénieur et designer de formation. Il contribue depuis 2016 au mouvement low-tech, notamment à partir du Low-Tech Lab et au travers d'enquêtes de terrain auprès d'organisations qui incarnent et diffusent déjà un autre rapport à la technologie et à l'économie. Mais également en suivant et reliant différentes expérimentations dans les territoires qui donnent à voir la portée systémique, sociale et politique de cette démarche. Morgane Meyer, directeur de recherche CNRS. Morgane Meyer est sociologue et travaille au Centre de sociologie de l'innovation à l'École des mines PSL. Il s'intéresse notamment aux sciences citoyennes et aux pratiques do-it-yourself et il enquête sur l'agriculture paysanne, le low-tech et la biologie do-it-yourself. Alors, tout de suite, une première question à Quentin. On parle beaucoup de cette approche low-tech comme une alternative à notre système de production et de consommation actuel. Pouvez-vous nous dire ce que recouvre ce terme à partir d'exemples, par exemple? Eh bien oui, avec plaisir. Bonjour déjà et merci pour l'invitation. Alors nous, au Low-Tech Lab, depuis quelques années, on a l'habitude de parler de low-tech quand on parle de solutions techniques, mais aussi de savoir-faire, de pratiques, qui s'articulent autour de trois piliers, trois principes clés. Le côté utile, durable et accessible. En détaillant rapidement, utile, ça veut dire qui répond à un besoin essentiel, par exemple se chauffer, s'alimenter, etc., etc. Durable, c'est avec un prisme de limite des ressources, limite planétaire, donc comment est-ce qu'on peut faire plus robuste dans le temps, plus réparable, etc. Plus économe en énergie et en matières premières. Et le côté accessible, c'est très important pour nous, c'est que ce soit fabricable n'importe où, appropriable par à peu près un public le plus large possible. Et peut-être des exemples très concrets, c'est aujourd'hui, on est très nombreux à faire nos besoins matière fécale et urine dans l'eau potable. Et a priori, c'est ni malin d'un point de vue ressources en eau, ni malin d'un point de vue pollution des espaces aquatiques, et ni malin d'un point de vue qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait de ces matières organiques précieuses et qu'on remplace par des matières de synthèse dans les champs ou dans le sol. Et donc, nous, au Low-Tech Lab, on prône l'usage de toilettes sèches, certes à l'échelle individuelle et à la campagne, mais pas que. C'est aussi tout à fait aussi possible en ville. On a enquêté là-dessus. Et un autre exemple, c'est ce qu'on appelle un capteur air chaud. En fait, c'est un système de chauffage passif, assez intelligent, qui simplement consiste à mettre sur une façade d'un bâtiment collectif ou individuel, un panneau qui consiste en une vitre pour faire effet de serre, derrière une matière naturelle noire. En Bretagne, on utilise l'ardoise. Et par convection naturelle, en fait, l'air de l'intérieur de l'habitat ou du bâtiment va venir circuler le long de l'ardoise qui est chauffée par le soleil et la vitre, derrière la vitre, et rentrer naturellement plus chaude à l'intérieur. Donc voilà, ces deux exemples. Ça nous a amené ces dernières années à nous poser un peu avec d'autres acteurs que le Low-Tech Lab des questions de définition. Et aujourd'hui, on considère que la low-tech, plus largement, c'est changer de rapport à la technologie, se poser la question des besoins, vraiment, quels sont les besoins essentiels ou non, et un peu questionner derrière la technologie, qu'est-ce qui la conditionne. Merci beaucoup. Et j'ai vu un certain nombre d'expérimentations
dont vous publiez des vidéos sur le site du Low-Tech Lab. J'encourage vraiment nos auditeurs à aller voir le lien qu'on va mettre sur le site, c'est vraiment tout à fait remarquable. C'est des choses qu'on peut faire soi-même, hein. Morgane, est-ce qu'il existe des domaines spécifiques dans lesquels la démarche low-tech se développe? En fait, le tech se développe dans toute une panoplie de secteurs. L'alimentation, l'agriculture, la mobilité, le numérique, la santé, les outils, l'eau, la gestion des déchets. Donc, avec des exemples, on a vu les toilettes sèches, le vélo, souvent pris comme exemple, les filtres à eau en céramique, la production maison de savon, de dentifrice. Donc, on voit, voilà, ça se développe dans tout un tas de secteurs. Après, c'est aussi, d'où mon intérêt et d'où ma présence ici, c'est aussi un sujet qui commence à intéresser les chercheurs. C'est une matière qui est enseignée de plus en plus depuis quelques années. Il y a des financements de l'ADEME, du CNRS. Il y a de plus en plus de publications académiques sur le sujet. La Bretagne, avec le Low-Tech Lab, c'est bien sûr une région assez spéciale et assez unique. Donc on a vu la naissance du Low-Tech Lab, on a vu les années récentes aussi des projets financés par l'ADEME où le Low-Tech Lab fait peut-être plus un travail de communication, plus un travail de politique, où il travaille avec des acteurs publics et privés qui ne sont pas forcément sensibilisés au low-tech. Donc ça peut être un hôtel, une école, des acteurs comme ça. Et donc il y a vraiment une volonté aussi au niveau de la région de la Bretagne pour devenir un peu la capitale française des low-tech. Après, on peut aussi prendre d'autres exemples qui ne sont pas français. Il y a une ONG qui existe au Brésil qui s'appelle Servicio de Tecnología Alternativa, qui existe depuis 1989. Et donc cette ONG, elle diffuse, elle prône l'utilisation de technologies dites appropriées pour une agriculture familiale. Et donc le terme est aussi intéressant, technologie appropriée. Avant qu'on utilise, qu'on parle beaucoup de low-tech, il y a d'autres termes qui ont circulé, technologie appropriée, technologie intermédiaire, outils conviviaux. Donc c'est à la fois, on voit des nouveaux acteurs, on voit vraiment une dynamique depuis une dizaine d'années, mais il y a aussi quand même des principes, des théories, des pensées qui sont plus vieilles que ça. D'accord. Et Quentin, quand on entend low-tech, on pense technologie, mais l'aspect capitalisation et diffusion des savoirs semble essentiel, puisqu'il s'agit de donner localement la capacité de faire. Et concrètement, comment procédez-vous au Low-Tech Lab? Ouais, c'est intéressant comme façon de le présenter. En fait, on a un collègue là qui dit ça souvent, c'est dans un monde high-tech, on a de moins en moins, nous, de compétences techniques, on est de moins en moins capables. Dans un monde low-tech, c'est l'inverse, en fait. On retrouve tous et toutes une capacité d'agir sur les outils qu'on utilise ou les services qu'on utilise au quotidien. Et du coup, nous, dans cette dynamique-là, depuis maintenant 2015-2016, on a d'abord mis en ligne une sorte de Wikipédia de la low-tech, une grosse encyclopédie participative qui grossit chaque année et de plus en plus ces dernières années, où on a misé sur un format qui est le tutoriel open source. Sous-entendu, apprendre pas à pas comment fabriquer, comment adapter, concevoir tel ou tel système qui répond à mon besoin. C'est un format assez intéressant parce que miser sur des licences libres, ça facilite justement la diffusion large, l'appropriation par plein de publics et aussi une forme d'intelligence collective distribuée partout là où où les gens s'en saisissent. Un truc intéressant là-dessus, c'est que le DIY, donc le do-it-yourself, c'est pas forcément accessible à tout le monde. On se rend bien compte que fabriquer un chauffe-eau solaire, c'est pas à la portée de n'importe qui. Il faut aussi avoir accès à un espace de travail, à des outils. Il faut se sentir aussi capable de le faire. Et donc c'est un premier, j'ai envie de dire, vecteur de diffusion de ces pratiques et de ces savoir-faire. Mais après, on pense que le côté documentation libre et en ligne ne suffit pas. Il faut des intermédiaires, il faut de l'humain là-dedans. Et donc, par exemple, au Low-Tech Lab, depuis 2018, on accompagne à l'émergence et on anime un réseau de communautés locales qui sont des individus, des collectifs, des organisations qui se structurent localement pour se former auprès de professionnels, organiser des ateliers de découverte, des événements de sensibilisation, etc. etc. Et c'est bien par l'humain, finalement, que ce vecteur, que cette transmission de savoir se fait. Dernier point peut-être, face à la limite un petit peu de cette
Échelle individuelle, finalement, tout ce qui est documenté sous forme de tutoriel, c'est souvent comment est-ce que je peux l'installer chez moi ou comment est-ce que je peux l'utiliser au quotidien, donc à l'échelle personnelle. On s'est rendu compte qu'il fallait qu'on s'intéresse aussi à comment des organisations, des acteurs économiques, qu'ils soient d'intérêt public, d'intérêt privé ou d'intérêt général, se saisissent de cette démarche et contribuent à la diffuser plus largement, à en faire une réalité à leur échelle pour d'autres publics. Et donc là, c'est pour cette raison qu'on a monté ces dernières années un projet qui s'appelait les Enquêtes du Low-Tech Lab, que j'ai eu la chance de coordonner. Et on a été rencontrer une douzaine d'acteurs professionnels dans plein de branches différentes. Autant l'énergie dans l'habitat que l'agriculture, que le réemploi dans le bâtiment, que les toilettes sèches en ville, la conserverie, etc., pour comprendre comment des modèles économiques cohérents, des modèles de gouvernance cohérents, des échelles de production cohérentes pouvaient se mettre en place, qui diffusent ces solutions, ces savoirs, et en même temps qui incarnent les principes clés de la low-tech. Oui, le low-tech, c'est pas seulement de la technologie, c'est pas seulement une approche de savoir-faire, ça vient aussi avec une philosophie, un rapport à la société, à l'économie, à l'environnement. Morgane, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Tout à fait. Il faut un peu regarder la façon dont la technologie s'insère dans un système, dans un contexte plus large. Un exemple auquel je m'intéresse avec des collègues autour de Guillaume Guimbetière, c'est la boulangerie au four solaire. Donc, qui est un exemple intéressant parce que voilà, la boulangerie au four solaire, elle a plusieurs avantages. Donc, c'est un modèle plus durable, c'est un modèle plus mobile aussi. Donc, le four solaire est plus mobile, moins énergivore. Et donc, c'est à la fois un objet technique. Donc, si les conditions météorologiques ne sont pas réunies, s'il n'y a pas de soleil, on ne peut pas faire la fournée. Il faut le construire, donc il faut un certain savoir technique. Il faut aussi atteindre certaines températures, donc il y a un côté vraiment technique. Mais de l'autre côté, il y a aussi un monde social autour du pain auquel il faut penser. Si on fait du pain avec un four à cuisson solaire, on ne peut pas faire des fournées tous les jours, donc on ne fait pas des croissants, on ne fait pas des baguettes au pain blanc, donc on fait des pains à conservation longue, comme le pain au levain par exemple. Et donc il faut penser aussi au goût des consommateurs. Et donc c'est un système qui est peut-être plus proche des consommateurs, souvent qui font des commandes en avance, qui sont assez fidèles à ces expérimentations. Il faut aussi penser, c'est un système, on va dire, qui incarne une vision plus artisanale, plus écologique, plus humaine de la boulangerie que la boulangerie industrielle. Donc on voit à travers cet exemple que les low-tech, ce n'est pas seulement quelque chose de matériel, c'est aussi des choix, des pratiques, des principes écologiques. Et donc il faut un peu décentrer le regard et de l'élargir, de regarder un peu plus dans quel système ces technologies s'insèrent. Et donc, dans quel système et comment est-ce que le low-tech, Quentin, peut s'intégrer dans l'industrie actuelle, dans le système actuel ? En fait, ça c'est une question qui nous taraude depuis quelques années au Low-Tech Lab. Comment est-ce qu'on passe cette démarche low-tech ? On parle de plus en plus de démarche low-tech justement pour s'écarter du focus un peu objet et produit et technique. Et cette démarche, comment est-ce qu'on la passe à l'échelle ? Est-ce que, un peu, j'ai envie de dire, spontanément, comme on a l'habitude de passer des choses à l'échelle, ça peut passer par l'industrie, par un investissement massif, que ce soit public, privé, et voilà. Le projet, les enquêtes du Low-Tech Lab nous a aussi permis d'apporter un certain nombre de je ne sais pas si c'est de réponses, mais de pistes de réponses à ces questions. Je prends deux exemples. On a été rencontrer une coopérative paysanne qui s'appelle l'Atelier Paysan, qui défend un modèle d'agriculture paysanne, plus autonome sur la ferme, plus inséré dans un écosystème au-delà du système technique dont on parle, qui fait avec le vivant, qui partage le travail, etc., etc. C'est un projet politique, mais ils le font en documentant des outils appropriés, agricoles appropriés, en les documentant de façon libre et en les diffusant au travers de formations. Ça, c'est vraiment, pour nous, ça incarne les principes à une échelle organisationnelle.
Un autre exemple, c'est le centre de formation à l'autonomie énergétique AESEO, qui est basé à Lorient, en Bretagne, et qui, lui, forme n'importe quel individu ou collectif, que ce soit des particuliers, des professionnels, des acteurs publics, à se rapproprier leur usage de l'énergie, à redimensionner leur système énergétique, puis à participer à fabriquer leur système de chauffage, qu'il soit solaire ou au bois, à l'installer, à le maintenir, etc., etc. Donc on voit que ça, c'est des acteurs qui vraiment incarnent pour nous ces principes. Et on s'est posé la question, tiens, quel est le rôle de l'ingénieur, par exemple, dans une structure comme celle-là? Au sein de l'atelier paysan, l'ingénieur, il n'est pas là pour breveter et industrialiser, il est là pour documenter et faciliter la transmission technique, en fait, pour former, pour éventuellement concevoir avec les usagers, etc., etc. Prototyper, etc. Et on s'est aussi posé la question, bah, tiens, où se situe l'industrie dans ces modèles? Et là, on a remarqué, entre ces deux exemples, ils utilisent tous les deux des éléments standards, en fait, pour fabriquer leurs outils, ou pour diffuser la fabrication de ces outils, ou l'usage de ces outils et ces équipements. Par exemple, dans les deux cas, c'est de la tôle, d'acier, du tube, de cuivre ou d'inox, de la visserie, j'en sais rien, des éléments standards aussi de machinisme agricole, des dents, etc., etc., qui, comme leur nom l'indique, sont bien des éléments standards à partir desquels, dont la standardisation facilite l'usage et la conception, l'assemblage d'autres objets à partir d'eux-mêmes, mais aussi facilite la fabrication standardisée. Et donc, évidemment qu'aujourd'hui, les acteurs qu'on a rencontrés, même s'ils se réapproprient un travail un peu plus complet que dans le modèle d'aujourd'hui où tout le monde a un peu sa tâche sur une grande chaîne, ils ne vont pas jusqu'à produire des tôles, des plaques de tôle ou des tubes ou des barres, etc. Donc en fait, la question à laquelle ça nous a amené, c'est certes, la démarche low-tech, c'est se demander pourquoi produire tel ou tel objet, comment produire tel ou tel objet et quoi produire qui soit vraiment utile. Mais dans ce paradigme-là, on se rend compte qu'il y a une vraie question aussi de qui se pose la question et qui y répond. Et en l'occurrence, là, le rôle de l'industrie, c'est pas de concevoir, produire, diffuser, c'est simplement au service d'un écosystème plus, j'ai envie de dire, il y en a qui disent c'est de la dentelle, quoi. Il y en a un peu partout, c'est très approprié, très contextualisé et tout, et bien de fournir un certain nombre d'éléments standards nécessaires et qui sont presque au juste nécessaire, j'ai envie de dire. Il y a, en dernier mini-exemple, il y a un texte de Simone Weil, W, la philosophe des années 30, qui parle de l'industrie et qui dit, en fait, une usine idéale, c'est une usine dans laquelle se retrouvent les artisans qui ont besoin, dans le cas du vélo dont tu parlais, des câbles de frein, des barres d'acier, etc., etc., pour contribuer à leur fabrication avec un outillage adapté, mais qu'ils le font par exemple une fois par an. Et du coup, c'est un moment où ils retrouvent des collègues qui eux aussi fabriquent des vélos, qui eux aussi réparent des vélos, etc. Et c'est l'occasion d'échanger des pratiques, d'échanger des expériences, des nouveautés aussi, d'un transfert de savoir. Mais voilà, ils participent à la fabrication et c'est eux qui décident qu'est-ce qu'il y a besoin de fabriquer comme élément standard, étant donné qu'ils connaissent un peu les usages. Et je trouve que cette idée-là, qui était presque un peu utopiste à l'époque, elle traduit bien une image qu'on peut se projeter du rôle de l'industrie dans une société plus low-tech. D'accord, une utopie qui se réalise avec une nouvelle forme de division du travail, en fait. Et donc, là-dedans, les citoyens, les utilisateurs ont un nouveau rôle à jouer. Et est-ce que justement, on voit des effets des low-tech sur ces comportements en matière de transition, Morgane? Quelles sont les limites du modèle? Pour l'instant, on ne connaît pas encore très bien les comportements, les effets sur les utilisateurs. Voilà, ça fait que quelques années, il faut aussi donner le temps au temps. Ça fait quelques années que ces initiatives, du moins en France, existent. On voit depuis 2020, 2021 les deux premières études. Il y a quand même les travaux de deux collègues, Clément Collin, Antoine Martin, qui ont fait un travail sur l'ergonomie des low-tech et donc qui se sont posés des questions sur le rapport entre les humains, entre un corps humain et un objet technique. Et donc, ce qui rejoint ce que je venais de dire, donc il ne faut pas seulement regarder l'objet technique, mais aussi l'esthétique, la forme, les besoins, la façon dont une technologie s'insère, la façon dont elle a des effets sur l'environnement, sur la nature. Et donc, à part ces travaux de ces collègues, il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'études vraiment empiriques, académiques et empiriques, où on a fait des entretiens ou des observations sur les utilisateurs.
par rapport aux limites, il y a des limites, on va dire, des capacités techniques à produire, à faire soi-même des low-tech. J'avais fait il y a quelques années un entretien avec Corentin de Châtelperron, le cofondateur du Low-Tech Lab, le capitaine de Nomade des mers, qu'on a vu peut-être sur Arte, sur la série documentaire sur Arte. Et donc il disait, oui, c'est vrai qu'on ne s'adresse pas à un large public, on ne s'adresse pas au public au sens large, mais à des gens qui ont quand même des petits savoir-faire, qui ont quand même une capacité de bricolage. Et pareil, quand j'étais au Festival Low-Tech l'année passée en juin à Concarneau, j'ai assisté à une discussion où il y avait des gens qui disaient aussi, voilà, si on n'est pas bricoleur soi-même, c'est parfois un peu difficile d'accéder ces technologies. Donc il y a certaines limites voilà, pour pouvoir les utiliser. Aussi, peut-être aussi de transférer certaines des expérimentations du Low-Tech Lab. On a vu l'habitat low-tech, le nomade des mers, donc c'est des expérimentations, des explorations dans des conditions un peu extraordinaires. Donc comment transposer ces objets, ces systèmes dans un monde urbain, dans une ville. Et donc, certains de low-tech, je crois qu'on peut les transférer facilement. Fabriquer soi-même du savon, du dentifrice, faire monter des aliments, ça c'est plus facile. Mais construire soi-même un habitat dans une ville ou des machines comme l'atelier Paysan le fait à travers des formations qui durent 4-5 jours. Donc ça c'est plus difficile. Donc ça se pose la question de la transférabilité de low-tech. Je ne sais pas si je peux ajouter un mot là-dessus. Je rejoins complètement ce que tu dis, Morgane. Il y a sur le côté peut-être plus qualitatif, parce que du coup, on a à la fois expérimenté ces outils au quotidien au sein du Low-Tech Lab et aussi rencontré pas mal de gens qui les utilisent, que ce soit dans leur mode de vie au quotidien ou leur outil de travail, comme on en parlait un petit peu. Et on remarque quand même un espèce de retour d'expérience un peu partagé. C'est le fait que, étant plus autonome, plus en capacité d'agir, de réparer, de comprendre, d'adapter à un nouveau besoin les systèmes techniques qui nous entourent, on y alloue plus de temps. Donc je pense qu'il y a une vraie limite temporelle aussi, de pouvoir allouer du temps à ça. Et donc comment est-ce que d'autres acteurs peuvent libérer du temps pour que ce ne soit pas quelque chose d'excluant, d'avoir du temps pour le faire ou pas. Comment est-ce qu'on peut penser ça à une autre échelle, quoi. Mais par contre, même si on y alloue plus de temps, on gagne en fait ce que mes collègues appelaient un confort mental. En fait, peut-être que ce côté, tiens, je dois participer à préparer ma cuisine, à préparer mon alimentation, ou à la conserver, ou à la cuire, ou à gérer mes toilettes sèches, etc. C'est du temps au quotidien. Donc c'est moins le confort matériel, un peu de je fais rien, j'y alloue peu de temps, peu d'attention. Mais par contre, on gagne en confort mental. Vraiment, on est soulagé, plus serein, j'ai envie de dire, par rapport à un certain nombre de choses. Pareil pour les boulangers solaires, on peut, je pense, facilement les comparer en termes de sérénité et de confort mental à la situation des boulangers qui aujourd'hui voient le prix de l'électricité ou du gaz exploser, leur charge exploser, etc. Et qui sont moins autonomes, en fait, sur leur outil de travail, puisqu'il est moins low-tech, disons, un peu caricaturalement. Oui, ça redonne une confiance dans sa propre capacité d'agir et son autonomie. Donc ça a des avantages bien au-delà de la production, mais au-delà de ce qu'on se sent être et pouvoir, quoi. Et est-ce que vous êtes aidé par les pouvoirs publics dans vos démarches, dans vos initiatives? Vous apportez vos expertises, votre réflexion aux décideurs politiques? Comment ça se passe? Du coup, Morgane le mentionnait, c'est vrai que la région Bretagne est une collectivité et entre guillemets un échelon intéressant qui nous soutient depuis maintenant 3 ou 4 ans. Donc très tôt, j'ai envie de dire, par rapport à d'autres institutions, senti l'intérêt, l'enjeu de soutenir le développement de cette démarche à l'échelle territoriale. On l'a vu ensuite, et pourquoi? Parce que, c'est un peu mon interprétation personnelle, mais je sais que la région Bretagne, à ce moment-là, notamment le président qui nous a beaucoup soutenus au début, sortait de la crise des algues vertes, où en fait, pour faire face à des externalités négatives d'un mode de production agricole alimentaire, il avait dû accompagner tout un tas d'exploitations à changer leurs pratiques, à aller vers du bio, à se débarrasser des intrants chimiques, etc., etc. Et donc, il avait bien vu qu'en fait, je crois que c'était en 7 ans, il avait réussi, la région a réussi à accompagner tout un tas d'agriculteurs sur les bassins versants concernés à changer de modèle, en fait, de travail, de production, etc., etc. Mais que ça a été coûteux, long, fastidieux, et que finalement, c'est dans ce changement de modèle qu'ils ont pu trouver
une forme de soutenabilité, j'ai envie de dire, comparé aux dégâts qui étaient causés par le modèle d'avant. Et donc je pense que à cette période-là, quand on s'est rencontrés, quand il a vu ce qu'on explorait à l'époque, et c'était encore un peu balbutiant, hein, notamment à ces échelles professionnelles, ou de filières, ou de métiers concrets pour demain, et ben, il s'est dit, voilà, c'est peut-être en fait un peu la même chose dans tout un tas d'autres secteurs que l'agriculture. Et entre-temps, ou en parallèle, je dirais, on a aussi commencé à travailler de plus en plus avec l'ADEME, l'Agence des transitions, qui, pareil, je pense, a eu un petit peu un espèce de pressentiment, enfin, un pressenti, oui, en fait, je sais qu'il y a les premières études qui sont sorties sur l'ADEME, ou les premiers intérêts qui sont sortis sur l'ADEME du côté de l'agence, c'était aussi territorial, donc c'est intéressant, c'était aussi les agences régionales, et qui s'intéressaient à l'approche systémique. Ils voyaient bien qu'en fait, un certain nombre d'actions de financement, de soutien à l'innovation, à l'installation d'énergie renouvelable, etc., étaient souvent, finalement, traitaient une partie du problème, mais avaient tendance parfois à déplacer d'autres problèmes, à avoir d'autres externalités, etc. Comment avoir une approche plus systémique? Et ils sont arrivés à la conclusion que la low-tech était une forme d'innovation systémique. Alors je ne dis pas que c'est la solution à tout, mais en tout cas, c'était un peu ça leur cheminement. Et donc, on a vu eux aussi explorer en fait des modes de soutien à cette démarche, au développement de ces filières, etc., de plein de façons différentes. Aujourd'hui, très honnêtement, je pense qu'il y a 4 ou 5 agences régionales de l'ADEME qui testent des dispositifs différents, d'appel à manifestation d'intérêt, d'expérimentation, d'appel à projet, d'animation de réseau, etc., etc. Et là, je pense que c'est intéressant parce que, en fait, pour moi, les institutions telles que les régions, l'ADEME régionale, même d'autres agences publiques ou les collectivités plus largement et l'État, ont un rôle d'accompagnement à l'émergence de ce nouveau modèle ou d'autres, ou en tout cas des façons de faire alternatives. C'est très difficile, si l'autonomie dont on a beaucoup parlé est au cœur de la low-tech, d'aider à rendre autonomes les gens. C'est quand on est, j'ai envie de dire, institution, souvent on aide avec de l'argent, etc. Donc certes, on amorce des choses, mais aussi on rend un petit peu dépendant. Enfin, il y a quelque chose d'un peu, je pense, à explorer là-dedans, l'innovation publique, quoi. Et juste 2 exemples que je trouve assez emblématiques. Nous, on a découvert que l'agglomération de Lorient, par exemple, où est installé AESEO, le centre de formation dont je parlais tout à l'heure, constatant via son agence locale de l'énergie les bienfaits de cette démarche de monter en autonomie énergétique des particuliers et des professionnels, et même des écoles, etc., donc ils étaient concernés directement, s'est dit c'est aberrant qu'un tel service, une telle offre d'accompagnement ne soit pas aussi aidé que les aides à l'achat, à l'installation de systèmes d'énergie renouvelable. Donc on va mettre en place une aide compensatoire, mais qui est à la formation, une aide à la formation plutôt qu'une aide à l'achat. Et ça en dit long, je trouve, sur le changement de rapport à l'économie, etc., etc. Et l'autre exemple, c'est l'atelier paysan dont j'ai parlé aussi, on a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, soutient un projet politique à l'échelle nationale, qui est celui de la sécurité sociale de l'alimentation, et qui consiste à dire, voilà, on va tous cotiser pour qu'on puisse conventionner des producteurs, des restaurateurs, des transformateurs, artisans, qui produisent localement, différemment, suivant un certain nombre de critères. Et on va pouvoir décider de ça ensemble à l'échelle locale. Donc ça demande à réinventer aussi les institutions qui finalement conditionnent notre alimentation aujourd'hui, ou notre rapport à l'alimentation d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est 2 exemples très différents, mais je pense qu'ils peuvent être soutenus par des institutions, par des acteurs publics, et qui favorisent la montée en autonomie collective sur l'énergie ou l'alimentation, quoi, via, en tout cas, au travers du soutien à une démarche low-tech, si on peut le qualifier comme ça. Merci. Donc, il y a non seulement une insertion possible dans le système industriel, mais aussi dans le système politique. Morgane, comment voyez-vous le rôle de la démarche low-tech dans la transition vers une société durable? Comment est-ce qu'on peut diffuser le plus largement possible? Comment est-ce qu'on peut penser le low-tech aussi en contexte de mondialisation, qui est quand même le contexte dans lequel nous sommes? Comment diffuser les low-tech? Quentin a déjà mentionné plusieurs stratégies, plusieurs démarches. Donc il y a les tutoriels, il y a donc le wiki du Low-Tech Lab, il y a un annuaire qui est aussi alimenté par le Low-Tech Lab. Je dirais qu'il faut peut-être, dans mes analyses, je différencie un peu différents types de publics. Il y a un côté, le public qu'on peut appeler les utilisateurs, ceux qui vraiment vont
regarder les tutoriels, vont lire les textes, regarder les images et un peu suivre comme une recette de cuisine les étapes pour construire soi-même une technologie. Et de l'autre côté, il y a aussi quand même le grand public qui est touché à travers d'autres formats. Il y a eu des livres grand public, il y a eu des séries documentaires sur Arte. Et donc, pour le premier public, pour les utilisateurs, l'idée, c'est comment rendre les low-tech réplicables, comment voilà, donner une recette pour les construire. Et pour le grand public, c'est plutôt comment montrer que c'est des objets aussi désirables. Donc, un peu sensibiliser. Donc, c'est pour ça que c'est pas seulement, on va dire, une montée en généralité, mais c'est aussi une montée en sensibilité. Il faut sensibiliser au sens plus large, à la population plus large, au low-tech. Donc, tutoriel, démarche plus grand public. Il y a aussi des formations à Grenoble, à Nantes, à Lyon, à l'UTC de Compiègne. On voit depuis quelques années des formations pour des ingénieurs, pour des élèves, pour les étudiants se mettre en place. Donc voilà, il y a toute une panoplie de dispositifs. Et voilà, l'atelier paysan, on en a déjà parlé. Donc l'atelier paysan, c'est l'infrastructure la plus lourde et la plus institutionnalisée dans ce domaine, qui donc elle a une base, l'atelier paysan a une base à Renage, c'est près de Grenoble. Ils ont 2 antennes en Bretagne et Occitanie, et après ils ont aussi des camions, des camionnettes, je crois que 6 ou 7, à travers lesquelles ils peuvent un peu sillonner toute la France pour organiser des formations. Qui sont des formations sur 4-5 jours, du matin au soir, pour une dizaine de stagiaires, où on construit soi-même donc un équipement. Et donc ça aussi, le côté voilà, humain, tu en parlais, il faut voilà, mettre sur un site web un tutoriel, ça ne donne pas une garantie que les gens vraiment s'accaparent le savoir-faire. Mais voilà, faire une formation, être là aussi en fonction des besoins, de l'intérêt des gens sur place pour travailler la terre d'une certaine façon ou répondre à certains besoins, ça c'est aussi une autre façon de diffuser. Après, la question de comment penser les low-tech à l'échelle de la mondialisation, c'est une question difficile. Peut-être moi je la retournerai dans son sens inverse. Comment penser la mondialisation ou l'échelle à travers les low-tech? Et c'est vrai que la question de la montée en échelle se pose souvent. C'est une question classique en sciences humaines et sociales, surtout en géographie. Mais de l'autre côté, il y a aussi beaucoup de critiques par rapport à cette idée qu'il faut monter en échelle, qu'il faut standardiser, uniformiser, industrialiser. Et il y a beaucoup de travaux qui montrent justement qu'il y a une non-scalabilité, que certaines technologies, certains savoirs ne peuvent pas monter en échelle. Et je crois que pour les low-tech, c'est à la fois le projet d'un côté peut être vu comme global, qu'il y a des connexions aussi entre pays, l'atelier paysan qui collabore avec des collègues en Grèce ou au Canada. Mais de l'autre côté, disons l'essence même des low-tech, c'est de faire avec les moyens du bord, c'est de faire avec des besoins qui sont locaux, avec des ressources qui sont locales. Donc l'idée, c'est, je dirais, à la fois de penser peut-être un mouvement plus global, mais aussi quand même d'ancrer les low-tech et d'en faire une technologie vraiment locale, donc localisée. Et donc il faut essayer de tenir un peu les deux bouts. Merci beaucoup. C'est très très intéressant. Moi, je comprends mieux comment ça pourrait fonctionner. Quand on parle d'innovation technologique, on a tendance à penser à quelque chose qui est top-down et qui est vraiment centré sur l'objet et la technique. Et là, ce que vous nous présentez, c'est une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire que c'est d'abord apprendre à faire, et donc l'éducation et la formation et la création des compétences, éventuellement, comment dire, pas seulement sous la forme de sites web, de documents, mais aussi de formation de personne à personne, sont absolument fondamentales. L'autre chose que je comprends, c'est que le low-tech, c'est aussi du local, et que si on veut passer à l'échelle, en fait, ça va être la multiplication du local plutôt que la recherche d'économie d'échelle, ce qu'on cherchait à faire jusqu'ici. Donc c'est un changement de vision. Et ce que je trouve extrêmement rassurant, c'est le fait que, d'une part, la complémentarité avec l'industrie en termes d'une part, la grande standardisation d'éléments simples qui peuvent être combinés après en fonction de ce qu'on veut faire localement par des gens qui savent faire, ça laisse une place aux économies d'échelle qu'on sait faire. Donc ça peut permettre une coexistence et une collaboration entre les deux systèmes.
pour une transition qui sera peut-être plus harmonieuse, parce qu'on ne peut pas construire en détruisant tout d'un seul coup, même s'il faut changer beaucoup de choses. Et la deuxième, c'est que, encore une fois, au niveau local, avec les collectivités locales, on trouve des manières, chaque fois localement adaptées, d'encourager et de créer ces transitions-là. Et vous nous avez montré avec l'exemple de la Bretagne que ça peut très bien, effectivement, se passer. Est-ce que vous êtes, comment dire, aussi positif que moi? Comment vous voyez l'avenir du low-tech, je ne sais pas, à 10, 15, 20, 50 ans? Quentin? Je veux bien tenter quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que nous, par exemple, on a posé une charte des valeurs un peu du Low-Tech Lab et des communautés Low-Tech qui se retrouvent derrière elle. Et on a inscrit au sein de cette charte le côté positif. On pense que c'est important dans une stratégie globale de changement de système qui s'avère de plus en plus nécessaire, d'avoir plein de choses et des gens qui dénoncent ce qui ne va pas, qui pointent du doigt les endroits où il va falloir faire différemment, etc. Mais aussi des gens qui donnent à voir ce qui pourrait aller mieux, ce qui peut déjà faire envie aujourd'hui et ce qui existe déjà d'ailleurs. C'est souvent aussi ce qu'on prône au Low-Tech Lab, la culture du précédent. Un peu, nous, on a fait qu'aller voir des choses qui existaient déjà et mettre un mot dessus ou un coup de projecteur dessus. Et donc ça a un côté rassurant et mobilisant, en fait, souvent, et peut-être plus que le fait que tout va mal et qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de voie de sortie. Et après, donc, je rejoins vachement ce que tu disais, Morgane. Pour moi, il y a du coup une bataille culturelle aussi à mener. Et certes, il faut savoir comment faire, comment s'organiser, à quelle échelle, comment produire différemment, consommer différemment, etc. Mais il faut aussi on puisse... je sais pas comment dire, mais faire face à Elon Musk et deux, trois autres discours ou récits aujourd'hui du futur, qui, je pense, quand tout le monde se pose la question de quel futur dans 30 ans, c'est plutôt quelque chose d'hyper technologique. Alors peut-être que ces dernières années, ça s'effrite un peu comme projection, mais du coup, voilà, il faut aussi produire de la fiction, pas forcément que du virtuel et de l'imaginaire, parce que je pense que tous les récits, enfin, toutes les histoires qu'on raconte de choses qui existent déjà sont autant d'éléments dans lesquels on peut se projeter. Nous, on appelle ça les prémices d'une société low-tech. Et du coup, je pense que dans 10-15 ans, on peut très bien s'imaginer dans effectivement une France. Alors après, comme on l'a dit, c'est très territorialisé, donc ça sera différent ailleurs. Mais en tout cas, une France, c'est Philippe Biwix qui dit ça, devenue la première low-tech nation plutôt que la start-up nation. Et ça demande de changer de principe, d'orientation, etc. Mais selon moi, on sera non seulement plus soutenable dans nos modes de vie, nos modes de faire, d'organisation, etc. Mais on sera aussi plus heureux. Je pense que c'est en tout cas ce qu'on constate sur le terrain de la part soit des acteurs professionnels, soit des particuliers, soit des institutions même qui s'intéressent au sujet. Elles trouvent une voie d'espérance un peu et de... Ok, c'est désirable autant que souhaitable, quoi. Moi, je crois que toutes ces discussions autour du low-tech permettent quand même de réfléchir, au moins, donc ça rejoint ce qui vient d'être dit, nos réflexions sur à la fois l'innovation et la technologie. Donc l'innovation, c'est vrai, avec la 5G, avec l'intelligence artificielle, avec les drones, avec l'exploration spatiale, etc. C'est tout un imaginaire allant toujours plus vite, donc très, très high-tech, très big data, etc. Et le low-tech montre qu'il faut repenser un peu cet imaginaire. C'est pas high-tech versus low-tech, c'est pas aller en avant à toute vitesse ou sinon retourner à la cave à l'ère de la bougie, mais qu'il y a d'autres formes ou d'autres façons d'imaginer l'innovation qui peut être une innovation au niveau plus systémique ou organisationnel. Et c'est vrai que c'est un vrai combat, parce que souvent, quand on ose réfléchir, problématiser un peu l'innovation, on est tout de suite labellisé comme voilà, critique, ou qu'on pense qu'on ne fait pas confiance à la science ou au progrès, qu'on est anti-progrès, etc. C'est pas exactement ça. Donc ça permet un peu de sortir un peu de cette vision un peu dualiste, un peu tranchante sur l'innovation. Et par rapport à la technologie aussi, je crois que tu l'as dit au tout début, que
ça permet de repenser nos liens avec la technologie. Et je crois l'exemple de la toilette sèche ou d'autres exemples, ça rend visible, ça rend palpable certains aspects des technologies qui souvent sont totalement invisibilisés ou délégués à d'autres acteurs ou d'autres institutions ou d'autres pays. Et le fait qu'on ait une toilette sèche et qu'on voit l'économie d'eau qu'on fait, qu'on la voit concrètement sur la facture. Peut-être aussi ça va nous inciter à prendre des douches plus courtes, etc. Et donc ça nous force vraiment à poser la question, c'est quoi ces technologies, c'est quoi nos besoins, c'est quoi leurs effets, toutes les questions autour des droits, des brevets, etc. Et je crois que c'est une façon, le texte, c'est une bonne façon un peu de repolitiser les technologies. D'accord. Et d'ailleurs, ce n'est pas des technologies retardées. Enfin, je veux dire, c'est des technologies qui sont plus efficaces, par exemple, parce qu'elles sont plus économes. C'est des technologies qui tiennent mieux compte de l'interaction avec les êtres humains. C'est des technologies qui vont utiliser, comme pour le logiciel libre, mais dans la matière, des formes extrêmement modernes, comme les Creative Commons. Enfin, il y a des innovations qui sont des innovations technologiques, scientifiques. Simplement, elles vont dans un sens un petit peu différent de l'industrialisation, qui était finalement, on considérait que tout ce qui était technologie, c'était de l'industrie. Mais non, vous montrez qu'il n'y a pas que ça et que c'est faisable et soutenable. Merci beaucoup pour vos apports à cette séance. Il y a des questions? Mais alors, allez-y, passez-nous les questions du public. Oui, j'ai 2 questions. Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes générations s'emparent un petit peu de ces sujets? Et est-ce qu'au niveau européen, des instances européennes, il y a des choses qui se font dans le sens des low-tech? On peut essayer de répondre peut-être tous les deux. Moi, j'ai quelques trucs. À la question, est-ce que les nouvelles générations s'emparent du sujet? Je pense que oui, très largement. La plupart des publics qu'on touche et qui passent à l'action, c'est des jeunes. On essaye, nous, de plus en plus de non seulement documenter des solutions techniques, mais aussi des voies de professionnalisation, de reconversion, des façons de construire sa vie ou de projeter sa vie dans un monde plus low-tech, qui peuvent répondre à une perte de sens, une frustration de tout un tas de publics plutôt jeunes. Maintenant, c'est assez marrant de le dire comme ça, mais souvent, là où il y a une communauté low-tech locale, là où il y a une activité même artisanale, etc., il va y avoir du jeune et du vieux, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que ça mélange des générations, et même si les jeunes sont très en demande et très intéressés, et très motivés, très moteurs presque, et bien souvent, il y a peut-être dans cette philosophie-là du culture du précédent, comprendre aussi qu'est-ce qui a été fait avant, par qui, où est-ce qu'on peut trouver les compétences, etc. Et donc il y a un vrai truc un peu intergénérationnel. Parfois même, il y a finalement une génération qui manque, qui est celle entre les deux, quoi. Qui, je pense, c'est pas un hasard. Et à la question européenne, on voit de plus en plus de projets de recherche dans le milieu, par exemple, du réemploi dans le bâtiment, dans la question de l'éducation aussi, comment justement transmettre ses savoirs, enseigner ses savoirs, etc., ses savoir-faire notamment. Et là, plus récemment, sur l'autonomie énergétique, moi, je vois passer dans les enquêtes qu'on a réalisées, dans les acteurs qu'on côtoie ou même au sein des communautés low-tech, la mobilisation de fonds européens via des programmes qui existent, qui ne sont pas les programmes peut-être les plus dotés ou les plus connus. Mais du coup, je pense qu'il y a déjà des liens, disons, de cet ordre-là entre des projets low-tech et des financements européens. Maintenant, là, par exemple, l'ADEME, depuis quelques années, s'intéresse au sujet. On arrive à se poser la question d'un programme dédié à la low-tech à une échelle un peu systématique. Je pense que l'Union européenne, on n'est pas encore là, ou en tout cas pas que je sache. Pour l'instant, c'est ponctuellement des choses. Un exemple tout bête, mais qui permet de faire le lien avec autre chose. Là, là, il y a un projet qui se construit avec un programme interreg, donc interrégional entre plusieurs régions d'Europe, sur la question de l'habité low-tech et comment est-ce qu'en fait on peut accompagner les habitants à s'approprier leur habitat et l'usage de l'énergie dans leur habitat pour l'adapter aux vagues de chaleur l'été, aux crises énergétiques l'hiver, entre guillemets.
Et ça, du coup, c'est un projet qui est porté par plusieurs collectivités, notamment du nord de la France et du Benelux. Et voilà. C'est ce genre de projet que je trouve intéressant à une échelle régionale, entre guillemets. Par rapport aux jeunes, je me suis intéressé dans mes travaux de recherche aux jeunes diplômés dans les grandes écoles, les écoles d'ingénieurs qui, surtout l'année passée, ont tenu des discours assez critiques par rapport au climat, par rapport à l'écologie. Et on voit que voilà, il y a eu, on va dire depuis 2018, il y a eu vraiment, certains auteurs parlent de révolte ou de réveil écologique. Donc il y a eu des manifestes, des prises de position, des marches pour le climat. Et c'est assez surprenant quand même donc, dans les grandes écoles, souvent considérées comme, je cite, l'élite, qu'il y a donc souvent des ingénieurs qui viennent d'être diplômés, des ingénieurs qui, normalement, essaient de trouver des solutions techniques aux problèmes, qui souvent sont relativement, on va dire, peu critiques par rapport à l'innovation, par rapport à la technologie, et qu'on les voit prendre parole et vraiment dénoncer leur formation et dire pour certains, pour les étudiants de AgroParisTech, c'était un appel à déserter, à bifurquer, à ne plus s'engager dans les grandes entreprises, dans les grands groupes et d'autres. À Polytechnique, on a vu ça aussi. Dans d'autres écoles, disons, la critique était moins frontale, mais quand même une critique de ce positionnement que, voilà, si on a un problème écologique, sociétal, il faut que trouver la bonne solution technique et le problème sera résolu. Et donc ça, c'est intéressant. Donc il y a eu aussi un livre qui est assez intéressant de Marine Miller, une journaliste au Monde, qui s'appelle La Révolte, qui a fait une enquête vraiment assez riche, qui a fait des entretiens sur tous ces écosystèmes de jeunes qui prennent la parole sur la voie, qui manifestent, qui, à travers leurs manifestations avec Extinction Rebellion, font aussi du militantisme ou de l'activisme. Et donc c'est vrai que parmi les jeunes, après j'ai pas assez fait pas vraiment une enquête sur les différences entre différentes générations. Souvent, ce que j'entends comme commentaire quand je présente mes travaux sur l'atelier paysan, c'est que, ah oui, mon grand-père, ou de toute façon, les paysans ont toujours été bricoleurs, donc il n'y a pas vraiment quelque chose de nouveau. Peut-être c'est plus imaginer créer une institution comme l'atelier paysan qui centralise, coordonne, diffuse des innovations paysannes, mais ces innovations paysannes, elles ont toujours existé en quelque sorte. Et pour la question sur le niveau européen, c'est vrai, j'ai pas vu non plus passer des appels à projets spécifiquement sur l'EUTech, mais on peut peut-être juste mentionner un projet, c'est des collègues du Peer-to-Peer Lab autour de Michael Bowens, qui vient de terminer un projet sur le cosmolocalisme, où ils ont collaboré avec différents acteurs aussi dans cette idée qu'il faut un peu imaginer des outils, des technologies plus appropriées, plus localisées pour résoudre les problèmes. Merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant. Merci encore. Et je vous donne à tous rendez-vous pour la prochaine séance qui aura pour thème les systèmes urbains. Merci et à bientôt.